Eh bien, bonjour, il est 19h15, nous allons débuter. Bonjour à vous tous et bienvenue au webinaire en production bovine. Je me présente, Joanne Tessier, agronome et conseillère en production bovine. J'ai le plaisir d'animer ce premier webinaire d'une série de 3 en remplacement des traditionnelles soirées bovines organisées normalement dans plusieurs régions du Québec. Avant de débuter, j'aimerais vous rappeler que les webinaires en production bovine sont organisés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La tenue de l'ensemble de ce webinaire est rendue possible grâce à la collaboration d'Entreprendre MRC Bécancour et le réseau Agri-Conseil du Centre du Québec. Je tiens également à remercier nos précieux partenaires. Notre partenaire ART, les producteurs de bovins du Québec, ainsi que nos partenaires pour prix de présence aux producteurs, SEM Solutions pour le tirage de ce soir, Solio Agriculture et Optibœuf pour le tirage du 25 février, ainsi que Zoetis pour le tirage du 4 mars. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la toute fin pour le tirage qui se fera en direct. Comme nous avons un horaire assez chargé, j'aimerais vous indiquer quelques consignes à suivre pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Vos caméras et vos micros sont fermés et il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Pour interagir, un clavardage est disponible. Vous trouverez cette option au bas de votre écran. Il peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Vous pouvez utiliser ce clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Il est possible de l'utiliser tout au long de la conférence. Nous vous demandons d'adresser vos messages à tous les panélistes et participants afin que tout le monde puisse voir vos questions. Prenez note qu'il y aura des périodes de questions réservées. Andréane Martin et Martin Damour poseront les questions aux conférenciers qui répondront à voix haute pour le bénéfice de tous. La séance est également enregistrée. Avant de vous présenter nos deux conférenciers, nous avons une courte vidéo à vous présenter. Une personne souhaitait vous adresser un mot. Le voici. Bonsoir. Je suis très heureux de m'adresser à vous dans le cadre des soirées bovines qui sont un excellent moyen de transfert de connaissances pour votre filière. Vous êtes appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans notre société en contribuant à l'accroissement de notre autonomie alimentaire et ensemble, nous nous donnons et nous donnerons les moyens pour y parvenir. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation met en place des conditions propices à l'essor et à la réussite de votre secteur, notamment en offrant de l'accompagnement et des programmes d'aide financière, et je vous encourage à en bénéficier. Vous faites également de nombreux efforts pour la relance du bœuf au Québec. Vous avez mis en place un système de traçabilité allant du producteur aux tablettes en passant par les abattoirs. Cela permet d'offrir aux acheteurs un produit certifié bœuf durable, répondant aux critères de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, une première au Canada. Il s'agit là d'une démonstration éloquente que votre filière est consciente de l'évolution des habitudes alimentaires des consommateurs et de l'importance des changements climatiques. Et cette initiative témoigne aussi de votre capacité à vous adapter, à innover et à contribuer à l'atteinte d'une plus grande autonomie alimentaire pour le Québec. Plus que jamais, les consommateurs québécois tendent à changer leurs habitudes de consommation pour encourager les producteurs locaux. Nous avons récemment lancé le défi 12 en remplaçant chaque semaine 12 d'achat d'aliments importés par des aliments québécois. Les ménages vont acheminer annuellement 1 milliard de dollars de plus par année vers nos producteurs, pêcheurs et transformateurs. C'est énorme. Les défis à venir sont nombreux, mais la synergie entre votre secteur et le gouvernement mènera sans aucun doute vers une plus grande prospérité de la production bovine québécoise. Il m'est difficile de prendre la parole sans parler de la situation exceptionnelle que nous traversons et sans vous dire que je suis très sensible aux difficultés et à la détresse que peuvent vivre certains d'entre vous. Des ressources sont disponibles sur le terrain. Je vous encourage à aller chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin. Ensemble, nous allons passer au travers de cette période difficile et nous en ressortirons plus forts. Je vous remercie et je vous souhaite un bon webinaire. Voici donc venu le temps de vous présenter nos deux conférenciers de l'entreprise SEM Solutions. Monsieur Éric Desrosiers, technologue professionnel, aide les producteurs avant-gardistes
disciplinés et consciencieux à atteindre les plus hauts niveaux de rendement de qualité sans être dépendants de leurs fournisseurs. Producteurs de foin sec pour le commerce, majoritairement pour l'exportation, conférenciers et travaux de semis à forfait sur plus de 12 000 acres lui font dire qu'il y a un potentiel pour mieux réussir. Son objectif est de trouver des solutions afin que le producteur soit axé sur sa productivité et qu'il ait à cœur la volonté de s'améliorer et de se surpasser. Sa mission est d'optimiser les connaissances afin que le producteur soit mieux outillé pour faire face aux enjeux des années à venir, donc réunir théorie avec la pratique. Madame Émilie Douville est agronome depuis maintenant plus de 10 ans. Les observations sur le terrain ont toujours fait partie de son quotidien, de même qu'un service personnalisé auprès des producteurs. Toujours à la recherche de solutions pour résoudre les diverses problématiques au champ, elle a développé de grandes compétences en santé des sols, fertilisation, aménagement hydro-agricole et gestion de l'eau. Une grande passion pour le secteur des plantes fourragères lui a permis d'acquérir une solide expertise. Elle est impliquée dans divers comités, conférencière, mais surtout sur le terrain pour favoriser l'amélioration des performances dans le secteur fourrager. Je vous laisse donc la parole. Alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, on est au début de cette présentation. On va commencer ça tout de suite. Je vais partager mon écran pour vous mettre la présentation. Ça ne sera pas très long et voilà. Donc, je pense que tout le monde doit bien voir. C'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui. Le mandat qu'on a aujourd'hui à vous, je dirais, à discuter avec vous autres, puis amener des outils pour l'adaptation. Oh, je vais juste tasser les petites choses dans l'écran avec les zooms. Ici. D'accord. Donc, des outils pour adapter la production fourragère au changement climatique. Je dirais les changements climatiques, depuis quelques années, on entend parler, puis le mandat revient d'en parler. Le challenge est toujours de savoir quel point ou par aller. Donc, il y a plusieurs, je dirais, façons d'aborder le sujet. On va commencer. Vous allez voir, on a une suite. On va essayer de changer, ça va bien. Je vais vous présenter un peu l'idée où on se base pour aller chercher des outils. On s'habitue avec notre technologie. OK, on est correct. Donc, les outils en tant que tels pour, je dirais, faire face un peu au changement climatique. Il y a toujours le côté, je pense, la première chose, c'est au niveau d'une formation ou les connaissances qui vont arriver en premier. Si on veut savoir comment s'adapter à une situation, il faut connaître la situation, il faut connaître nos outils, il faut être capable de mieux s'outiller ou de se former pour faire face à tous les enjeux, que ce soit, je dirais, au niveau climatique, comme dans le cas actuel, que ce soit au niveau des marchés. Il y a plusieurs façons d'aller s'outiller ou d'aller chercher des connaissances. Donc, comprendre le climat actuel, les changements climatiques, il y a plusieurs, je dirais, données qui sont amenées à savoir comment est-ce que le climat interagit depuis quelques années, puis où on s'en va je dirais, avec le climat. Comment ça peut influencer un peu tous nos systèmes de plantes fourragères. En même temps, à travers ça, il faut apprendre aussi à connaître nos sols. OK? On le dit souvent, les sols, c'est très important, la santé des sols, comment ça réagit même au niveau que ce soit en sécheresse ou en période de surplus d'eau, le gel. Donc, ça aussi, c'est un des points très importants de connaître dans le travail et de connaître nos sols. Et avec ça vient connaître les plantes. Et puis là, on apprend à les connaître d'une façon que, je dirais, il faut s'adapter aussi avec les changements climatiques. Certaines plantes qu'on connaît à l'heure actuelle, qu'on a connues depuis des années, ont besoin d'être réadaptées ou des fois de regarder un petit peu notre façon de faire, de s'adapter à travers ça. Donc là, on va faire un petit topo un peu de c'est quoi les changements climatiques, à quoi il faut s'attendre. Je pense que même déjà un peu qu'est-ce qu'on est dans. On est déjà dans le bain un peu dans les dernières étés qu'on a eues. Donc là, ce que je vous présente, c'est un bref résumé d'une conférence qui a été présentée l'année dernière au colloque Plantes fourragères.
Donc, ce à quoi on peut s'attendre pour nos hivers au niveau des changements climatiques, bien, ça va être des hivers qui vont être plus tardifs. Donc, l'arrivée de l'hiver va se faire plus tard. On va vivre plus de redoux durant l'hiver. Et qui dit redoux? OK, non. Donc, qui dit redoux dit moins de neige, mais également plus de pluie. Donc, des épisodes là, de précipitations durant l'hiver. Parallèlement à ça, on devrait avoir moins de froid extrême. Donc, au niveau de l'incidence directement sur nos prairies, ce que ça devrait avoir comme impact, c'est d'avoir en fait moins de survie à l'hiver au niveau de nos luzernes. On le sait, quand il y a moins de neige, c'est plus problématique. Quand on a des précipitations en hiver aussi, c'est là qu'on a le plus de risque d'avoir des pertes hivernales pour la luzerne. Maintenant, au niveau du printemps, le changement qu'il devrait y avoir, printemps plus précoce, donc plus hâtif. Donc, on va commencer une saison de croissance plus rapide. Par contre, le fameux risque de gel là, qui arrive souvent au niveau des pleines lunes là, en juin dans certaines régions, il va rester identique. On va avoir peut-être un petit peu plus de pluie au niveau du printemps. Donc, l'incidence que ça peut avoir là, au niveau des printemps, ça va être au niveau de la repousse de la luzerne. Donc, quand la repousse a déjà commencé sa croissance puis qu'on a une gelée, bien, elle est obligée de repartir sa croissance au complet. Donc, les étés, là, je pense je fais un portrait, mais je pense qu'on est vraiment là, dans ce qui est les prévisions depuis les 3 dernières années. Donc, des canicules plus fréquentes. Ce qui va apporter, en fait, une augmentation des besoins en eau. S'il fait plus chaud, les plantes font plus d'évapotranspiration, donc ils ont besoin d'avoir plus d'eau. La quantité de pluie devrait rester stable, ce qui va en fait causer un déficit hydrique. Les plantes ont besoin de plus d'eau, mais en fait, on n'aura pas plus d'eau. Également, au niveau des précipitations, ça va être réparti plus sous forme de cellules orageuses, donc des gros coups d'eau à des endroits peut-être plus restreints. Donc, ça va avoir un impact. L'impact majeur va vraiment être au niveau du mil, qui est la graminée qui a la plus de misère en temps de sécheresse, mais aussi tous nos semis de printemps qui n'auront pas encore les systèmes racinaires très, très développés pour survivre au temps chaud et sec. On va avoir un allongement de la saison de croissance, qui est quand même une bonne nouvelle en soi. Par contre, parallèlement à ça, ce que ça va venir faire, c'est que ça va provoquer un retard dans l'entrée de la dormance, entre autres de la luzerne, mais également là, de toutes les plantes. La quantité de pluie devrait être stable. Donc, encore une fois, au niveau de nos plantes fourragères, c'est la dormance de la luzerne qui peut être affectée, donc la luzerne qui peut écoper à ce niveau-là. Donc, globalement, au niveau des changements climatiques, la luzerne est plus désavantagée par rapport au risque de survie à l'hiver et le mil, lui, va être plus désavantagé là, durant l'été pour le rendement à cause de la sécheresse. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est qu'en moyenne au Québec, pour les 50 prochaines années, là, on aurait une augmentation de la saison de croissance de 22 jours. Donc, ça, c'est un avantage majeur pour les zones nordiques. Donc, avec toutes ces, je dirais, ces constatations-là, on peut voir que les 3 dernières années, même je dirais les 4 dernières, dépendamment où vous vous situez dans le Québec, le bas du fleuve a peut-être une année encore de plus, mais somme toute, les 3 dernières années ont été quand même difficiles au niveau des stress qu'on a eu au niveau météo. On a aussi en même temps une stagnation ou même, je dirais, une diminution des rendements. Une partie qui est due à la sécheresse, qui ne fait pas monter notre rendement total. Donc, c'est difficile d'atteindre des grands rendements quand il n'y a pas d'eau, surtout dans les plantes fourragères, toutes les cultures, mais les plantes fourragères, souvent, ont de la difficulté à ce niveau-là. On a aussi au niveau je dirais, des méthodes de culture aussi, là, les ensilages versus le foin sec. Souvent, beaucoup de producteurs, si on recule de quelques années, avaient des inventaires de foin sec qui pouvaient, je dirais, qui servaient ou qui pouvaient justement faire vraiment un inventaire à long terme, qu'on était capable de dire, bon, j'avais encore un peu de foin sec. Aujourd'hui, on est plus en silage, qui est une période, mettons, de plus ou moins 18 mois.
Puis en même temps, avec les pâturages, puis les températures secs, ça demande un petit peu plus grand en pâturage où la gestion tombe différente, ce qui vient puiser dans nos réserves qu'on avait d'habitude. Il y a tout le mode d'alimentation aussi qui va varier. Beaucoup de producteurs vont adapter leur méthode. Ils vont travailler un petit peu plus avec les maïs en silage, les récoltes de plantes annuelles, que ce soit des céréales, les plantes abris. Ça vient jouer dans l'alimentation, ça vient jouer aussi dans nos cultures. Il y a aussi le fait qu'au niveau de la plante fourragère, il y a une constatation que l'expertise est un peu limitée sur le terrain. Beaucoup de grandes compagnies vont pousser plus au niveau des grandes cultures. Par contre, la plante fourragère est souvent délaissée. Et puis même au niveau de la recherche aussi, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps maintenir un peu l'importance parce qu'il y a une tendance à diminuer l'importance de la recherche des plantes fourragères. En même temps, on a aussi la connaissance du rendement réel. Ça, c'est un point. Quand on discute avec les producteurs, souvent la question, c'est quoi ton rendement? Puis là, on n'a pas trop de questions, on n'a pas trop de réponses, pardon, mais la connaissance de son rendement réel. Parce que là, on a des portraits au niveau de la financière agricole du Québec. On peut avoir beaucoup de rendement selon votre région, mais est-ce que ça correspond à votre rendement? C'est ça qui est intéressant de savoir aussi. Il faut connaître son rendement réel, savoir notre point de départ pour savoir où on veut aller. Donc, partout, au niveau des cultures, on parle de résilience. Okay? La résilience des sols, la résistance des plantes. Fait que la résilience, comment s'adapter, puis même, je dirais, en temps de pandémie comme on a, nous autres, la résilience de s'adapter au changement, de faire un webinaire comme ça par Zoom, s'adapter à la technologie, et vous aussi. Donc, c'est difficile d'avoir des plantes qui sont résilientes dans des sols qui ne le sont pas. Okay? Donc, la première action que vous avez à faire, c'est de connaître vos sols parce qu'ils vont réagir en période de sécheresse ou en grande période des cellules orageuses ou des gros coups d'eau. Il faut connaître nos sols. C'est une des premières choses qu'on va être capable de travailler. C'est au niveau de l'investissement, on dit tout le temps d'investir à la bonne place. Okay? Il y a toujours des fondations à respecter, des critères de base, puis on ne les change pas demain matin, ça reste que des bonnes bases. Le niveau de nivelage, le niveau de drainage souterrain et drainage aussi en surface. C'est pas rare qu'on a des questions, on a un champ mal égoutté, pas trop drainé, le pH n'est pas trop bon, qu'est-ce que je peux faire, quelle plante je peux mettre? Il y a la façon d'aller mettre une plante en fonction de notre sol, mais si on est capable d'améliorer le sol pour aller choisir des meilleures plantes, ça vient aider aussi. Ça reste que les bases sont toujours... Au niveau de la chaux, ça reste souvent, c'est pareil, quand on en parle, la réponse est « ouais, mais tu sais, mettre une couple de 1000 $ à chaud, on ne voit pas le résultat est comme pas instantané. » C'est un aspect à long terme. Et puis, c'est sûr, quand on vient travailler l'acidité de nos sols, toute la vie microbienne, là, vous allez voir un peu où ce qu'on va, mais la vie microbienne, au niveau de l'absorption, les racines, le gabarit des racines, le plant va mieux s'emporter. C'est vraiment une base à considérer, le niveau de contrôler l'acidité de vos sols, donc la chaux et les pH. Donc là, c'est difficile quand on fait des investissements, quand on fait des applications de chaux. Puis là, on parle de prairies, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on parle aussi de pâturage. Puis je pense que de plus en plus, on tend à mettre les pâturages au même niveau que les prairies. Mais ça a longtemps été les petits oubliés, je dirais, là, sur les entreprises. Donc, il faut quand même être capable de chiffrer, en fait, c'est quoi nos investissements qu'on va faire. Donc, c'est difficile de connaître l'impact de nos actions si on ne connaît même pas notre point de départ. Fait que là, après connaître nos sols, notre point. Oui. Bon, la deuxième action, ça va être de connaître notre rendement réel. Et là, par rapport au rendement réel, je me suis amusée à faire un petit exercice parce que sur le terrain, ce qu'on constate souvent, c'est que il y en a beaucoup qui n'ont aucune idée de leur rendement. Il y en a qui savent à peu près, puis il y en a qui estiment assez bien. Il y en a d'autres que tout est compilé et tout ça. Et quand on estime les rendements ou qu'on les sait à peu près, c'est bien, bien rare qu'on va sous-estimer les rendements. De ce qu'on voit, quelqu'un qui avait une idée de ses rendements et qui prend les rendements réels, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on surestime nos rendements. Fait que là, je me suis amusée à vous présenter un petit exercice juste pour voir l'impact d'une estimation versus un rendement réel. Donc là, ici, j'ai un chiffrier là, de prise de données de rendement. Donc, on comprendra que je me suis amusée à faire le même exercice 3 fois dans différentes situations. Donc, j'ai un champ de 15 hectares. J'ai mes dates de fauche.
Là, j'ai compté ici, c'est des balles rondes. Ça aurait pu aussi être des boîtes d'ensilage ou autre. Donc là, moi, j'ai compté les balles rondes. Donc ça, c'est une information qui est quand même relativement facile à aller chercher, entre autres là, avec les compteurs de balles sur les presses. Et là, j'estime que moi, je fais mon foin à 35 d'humidité avec un poids moyen par balle de 1000 livres, donc 455 kg. Une fois tout ça ramené en tonnes de matière sèche, donc à 100 matière sèche, j'additionne tout ça, ça me donne un rendement. Donc là, j'estime mon rendement à 6,9 tonnes par hectare pour mon champ numéro 15. Si je reprends le même exercice, mais là que je prends des unités, des mesures de l'humidité réelle de mes balles. Donc, je prends des lots puis je mesure l'humidité réelle, mais je ne sais pas plus le poids de mes balles, donc j'estime encore mes balles à 1000 livres. Mon rendement réel, donc j'ai pas joué tant que ça sur mon humidité. Mon rendement réel descend à 6,5 tonnes de matière sèche par hectare. Finalement, là, je précise mes données, donc j'ai mon nombre de balles, j'ai mon humidité réelle et là, j'ai pesé mes balles. Donc, j'ai fait une moyenne de mes balles. Donc, ça me donne un rendement total pour ce champ-là de 6,1 tonnes. Donc là, j'ai quand même 0,8 tonnes de matière sèche, en fait, réelle, que j'ai pas, que je pensais avoir dans mes stocks puis que je n'ai pas. Donc, entre 6,5 et 6,9 tonnes, si je considère mon poids de balle à 455 kg, c'est à peu près une balle à l'hectare que j'ai de différence pour ce champ-là. Donc, ça équivaut à une différence de 5 %. Donc, je surévaluais mon rendement de 5 %. Et en termes de matière sèche, parce que nos animaux, c'est des matières sèches qui mangent, de la matière sèche qui mangent, c'est pas des balles, c'est vraiment une quantité. Donc, c'est 15 balles que je n'ai pas, en fait, en termes de matière sèche. Et là, si j'utilise mes rendements réels, en fait, c'est 1,75 balles à l'hectare de différence, donc 9 %, ce qui équivaut à 26 balles pour mon champ de 15 hectares. Donc là, ce qu'on vient constater, en fait, c'est que ça fait quand même une différence majeure, mais surtout que si, à la base, ma donnée de référence de départ, c'était 6,1, j'ai fait des investissements. Si ma donnée de départ était de 6,9 plutôt. Et là, je fais des investissements puis je commence à mesurer mes rendements réels. Bien, ça se peut que je sois un petit peu déçue si je surévaluais mes rendements par rapport à la réalité. Donc, idéalement, toujours avoir les données le plus précises possible. Comment on fait ça? Donc, au champ, c'est quand même assez facile, mais il y a quand même des petits éléments qu'on doit tenir compte. Donc, avoir des plans de ferme, OK? Des fois, c'est le cousin, le voisin, le beau-frère qui est dans le tracteur, puis lui, il ne connaît pas vos numéros de champ. Puis c'est important d'avoir les rendements par champ. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de cibler un petit peu les investissements à faire, puis des fois, les meilleures stratégies à utiliser. Une balance, bon là, vous allez me dire, je n'ai pas ça dans mon coin. Pour tout ce qui est balles carrées, balles rondes, il existe des balances de plancher. J'ai parlé à des producteurs qui me disaient qu'ils avaient acheté ça pour environ 1 000 2 000 $, donc des balances commerciales pour mettre des palettes. Ça fait la job, puis on est capable d'aller chercher, là, peser nos poids. Là, c'est sûr que quand on tombe avec des voitures d'ensilage, des choses comme ça, c'est plus complexe, ça prend des balances commerciales ou encore des balances portatives là, pour peser le voyage au complet. C'est quand même faisable, dépendamment des régions et des endroits, mais de plus en plus, maintenant, les gars qui ont des centres de grains, ils ont des balances aussi, donc ça peut être réalisable aussi. Le nombre de boîtes ou de balles, bien, comme je l'ai dit, hein, les balles, c'est quand même facile. Il faut juste noter quand on rentre dans le champ, quand on ressort du champ. Pour ce qui est des boîtes, bien là, c'est de se trouver un système. C'est-tu le gars qui est dans l'ensileuse? C'est-tu le gars qui décharge? Donc là, il faut que quelqu'un compile les boîtes quelque part. Et le pourcentage d'humidité. C'est important de faire la correction parce qu'on l'a vu, là, 3, 4, 5 % d'humidité, ça peut faire quand même beaucoup varier le rendement. Mais là, au pâturage, OK? Parce qu'on veut être performant au pâturage aussi. On a de plus en plus d'entreprises qui s'en viennent avec du pâturage presque à l'année. Donc, les animaux, on veut qu'ils soient le plus possible, qu'ils récoltent eux-mêmes leur fourrage. Donc, comment on mesure ça? Il existe un outil, en fait, qui s'appelle l'herbomètre, qui est un outil qui tient compte de la hauteur du fourrage, mais également de la densité. On rentre les données là, dans une courbe de calibration qui a été faite
ici au Québec dans 3 régions, donc au centre du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'a pas des courbes pour toutes les régions du Québec, mais il n'y a pas une si grosse variation là, entre les courbes à ce qu'on me disait. Donc, dans ce temps-là, on utilise là, la région qui ressemble le plus à la nôtre. Donc, voici un herbomètre. C'est quand même une technique assez simple. Par contre, ça demande énormément de temps. Donc, on vise à faire 40 mesures par hectare. Donc, on comprend que c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps. Idéalement, si on veut savoir ce que les animaux ont consommé, on va le faire avant et après la pâture. Et comme on va souvent pâturer plusieurs fois dans l'année, mais il faut le faire à chacune des tournées de pâturage. Donc, ça peut quand même devenir assez laborieux. Si jamais on a des pâturages qui sont performants et qu'on leur a toujours donné autant d'amour qu'à nos prairies, c'est les mêmes types de sols, pas mal les mêmes plantes qu'on va utiliser, c'est sûr qu'on peut déjà se baser un peu sur les rendements de nos champs, de nos prairies, en fait, pour prédire un petit peu là, notre rendement. Donc, au niveau des semences, c'est sûr qu'on parle, comme là, on parle de rendement, on dit tout le temps, puis on fait une comparaison. Quand on veut se connaître le rendement réel, puis connaître notre point de départ, savoir où on va. Souvent, on se fait des comparaisons à dire, c'est comme au niveau des gens qui vont s'entraîner, que ce soit une perte de poids. On a toujours un point de départ pour voir un peu l'évolution. Fait que c'est vraiment important au niveau des rendements réels. Après ça, arrive la prise de décision, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, il y a tout ce qui est le choix des espèces qui va rentrer au niveau des semences. On a plusieurs choix déjà disponibles à nous autres. Il faut tout de même quand même les connaître. Il y a le choix du mélange, parce qu'on peut avoir des mélanges, que ce soit 2 ingrédients, 2, 3, un multi-espèces, lesquels qu'on va mélanger ensemble. Le choix du mélange est important. Il y a aussi le type de récolte souhaité. Donc, si vous êtes en foin sec, si c'est un pâturage, si c'est de l'ensilage, est-ce que c'est un foin qui va être plus, exemple, pour des taris, plus pour les lactations, le type de récolte qu'on veut faire ou le mode d'alimentation. Le nombre d'années en culture, hein, parce qu'on a tout le temps cette espèce de condition-là où c'est une terre louée qui m'en reste juste pour 3 ans. Ça aussi, il y a moyen de s'adapter avec le nombre d'années en culture si on veut travailler avec des plantes qui sont peut-être de plus longue durée ou de plus courte durée, dépendamment des rotations que vous voulez avoir, ou même que ce soit une terre louée pour pas longtemps, ou la terre qui a bien de la roche que tu ne veux pas retourner là souvent. C'est vraiment, je dirais, une chose à considérer, le nombre d'années en culture. Suite à ça arrive le choix entre les légumineuses. Là, j'ai marqué légumineuses et graminées, non pas ou, parce que généralement, c'est intéressant d'avoir les deux ensemble. Au niveau d'une qui fixe de l'azote, l'autre, c'est le plus système racinaire. Beaucoup d'avantages à avoir les deux ensemble. Donc, au niveau des pâturages, dernièrement, j'étais sur un groupe de producteurs et je voyais quelqu'un qui avait posé une photo d'animaux au champ, puis il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais c'est pas un pâturage, ça, c'est une prairie. » Et là est venue la question de « Ouais, mais là, c'est quoi la différence entre une prairie et un pâturage? » Fait que moi, à la blague, mon premier réflexe, c'est de dire ben, il y a une clôture autour du pâturage. En fait, quand on regarde la définition dans le dictionnaire d'une prairie, c'est un terrain couvert d'herbe qui fournit du fourrage au bétail. Et quand on regarde la définition du mot pâturage, c'est un lieu couvert d'herbe qui doit être consommé sur place par le bétail. En fait, là, un pâturage, c'est vraiment une prairie, puis notre mode de récolte, c'est les animaux. Donc, évidemment, quand on choisit d'établir une prairie ou un pâturage, bien, ça va toujours être en fonction du besoin des animaux. C'est quel groupe d'animaux qui va être là-dedans, qu'est-ce qu'on a besoin, si c'est de la protéine, si c'est de l'énergie. Donc, ça va toujours être un élément important, qu'on soit en prairie ou en pâturage. Le type de récolte, bien, on l'a mentionné, hein, c'est les animaux qui vont pâturer. Est-ce que ça va être du foin sec? Est-ce que ça va être de l'ensilage? Donc, ça va être important aussi. Également, le type de gestion. Est-ce qu'on est du type relax à faire une coupe dans l'année ou on est du type nerveux, agressif à faire 3-4 coupes dans l'année? Donc, tout ça va venir avoir un impact au niveau du choix de nos plantes. Puis, tu sais, là, il y a beaucoup de plantes, puis il y a des plantes de secours, puis des plantes annuelles. On a choisi de se concentrer sur les plantes vivaces
Parce que là, en soi, on est limité dans le temps aussi, fait qu'on pourrait faire une conférence juste sur les plantes annuelles. Donc, on va se concentrer sur les plantes vivaces, puis l'objectif, c'est de faire un portrait un peu, d'éviter d'avoir à toujours utiliser des plans B, puis quel choix de plantes utiliser pour que ça perdure dans le temps. Bon, on arrive à la première période de questions. Vous avez vu qu'on a mis un petit peu la table pour les changements climatiques, savoir quelques points à regarder. Je vais juste arrêter le partage. Et s'il y en a qui ont, je dirais, des questions sans aller trop loin, des fois, on veut éclaircir, savoir où est-ce qu'on est. Fait qu'on va regarder si, au niveau de la période, une petite période de questions. Là, je ne vois pas. OK. On peut commencer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on Je peux t'entend. peut-être en poser quelques-unes que j'avais en tête. La prise de poids des balles rondes ou des balles carrées, tu suggères-tu de refaire ça à tous les ans? Ou si on fait l'exercice une année, mettons au printemps ou la première fauche à l'été, on a une idée de l'humidité. Est-ce qu'on est mieux de la refaire à chaque coupe ou répéter l'expérience à tous les ans ou on le fait une fois puis on peut se baser là-dessus? Je dirais que ça va beaucoup dépendre. D'un, si on a la chance d'avoir un équipement à notre disposition, je pense que plus on va le refaire, plus on va avoir une donnée fiable. Mettons en balle ronde, évidemment, des fois la composition botanique rotocote, l'humidité peut faire que la balle est pressée plus dure ou les cœurs mous, les cœurs durs, comme on voit souvent passer. Donc oui, ça peut avoir un impact. Des fois, c'est quelqu'un d'autre aussi qui est dans le tracteur. Au niveau des boîtes d'ensilage, ça peut être un peu la même chose. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut se faire des moyennes aussi. Hein. Les valeurs à la ferme seront toujours les plus représentatives. Fait que, idéalement, oui, on va le faire le plus souvent possible. Puis, c'est-tu compliqué s'il y a un producteur qui désire faire peser des boîtes d'ensilage ou des balles rondes ou des balles carrées, ça doit être quand même un certain exercice. Là, j'imagine que ça doit prendre une partie de votre temps. C'est-tu compliqué à avoir le service pour... Ben là, oui, Eric, tu peux... Non, je dirais généralement, il y a des producteurs qui ont tout le temps une balance, un producteur, que ce soit comme balance commerciale à camion. Okay. Ce qui va être fait souvent, c'est de prendre des balles, de les mettre dans une voiture, d'aller peser. Et là, on fait des moyennes. Ce n'est pas nécessairement peser toutes les balles, mais on va faire des moyennes. Fait qu'avec le temps, il y a des producteurs qui viennent justement, qui vont connaître un petit peu plus le poids des balles ou, je dirais, ceux qui ont des fois des RTM, il y en a avec des balances dessus, on peut peser. Il y a plusieurs je dirais, façons de le faire. Au niveau du service, c'est sûr que là, ce n'est pas question d'avoir des balances portatives de cette grosseur-là. Au niveau de l'humidité, c'est peut-être plus facile de regarder l'humidité puis d'ajuster l'humidité. Mais pour le poids, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont sur des balances à camion, puis on vient qu'on a une très, très bonne idée aussi du poids de nos balles. Parfait. Merci. Donc, on a une question ici. Quel serait le rendement moyen qu'il faudrait viser par hectare par année pour la région de Mégantic avec une régie là, de 2 coupes sans aucun engrais chimique, un épandage de fumier en mi-saison? Très spécifique. Ben, ça, c'est toujours la question qui tue en tant qu'agronome. Quel rendement? Écoute, c'est tellement du cas par cas, puis je ne sais pas, Eric, mais moi, je ne suis pas capable de me prononcer sur un rendement. Il y a tellement de choses. Puis, les régions, quand on travaille avec des plantes, on parle, tout ce qu'on parle, c'est des plantes qui sont nordiques. Il y a des producteurs, des Témiscamingue qui peuvent sortir des excellents rendements. Fait que c'est... Mais c'est excessivement dur à répondre parce que là, on n'a rien au niveau des caractéristiques du sol. On parle d'un épandage de fumier. J'imagine que là, c'est un fumier de bovin dans le cas présent. C'est quoi quel type de plante qu'on a à l'heure actuelle? Fait que je dirais, si on y va avec des statistiques de financières, on est peut-être aux environs d'un 3,5 tonnes, 4 tonnes de matière sèche à l'hectare, peut-être 4,5 tonnes. Il faudrait voir les données. À partir de là, il faut vraiment, je dirais, c'est très dur à répondre de dire tel rendement. Ça dépend aussi de l'eau, je veux dire, c'est quand même large comme question. Bon, je peux bien en poser une autre question. Pour le rendement, le mode de conservation peut varier. Est-ce qu'on doit mesurer l'humidité et le poids avant d'alimenter les animaux? Dans le fond, si on prend des poids pendant l'année, est-ce que quand c'est le temps d'alimenter, on est-tu mieux de prendre le poids à la sortie du champ ou bien non, le poids au moment d'alimentation?
plus facile au niveau à la sortie du champ, généralement. La prise de données, quand tu comptes tes balles, si tu es capable d'avoir un poids là, de ton humidité à récolte. Un coup qu'on a fait notre transfert en matière sèche, après ça, je veux dire, autant de l'alimenter, ça ne changera plus grand-chose. OK. Si quelqu'un aurait trop, mettons, tu n'as pas le temps, tu pourrais dire, bon, ben oui, je vais reprendre le poids des balles rendu là, mais il faut tenir compte quand même de l'humidité. Mais ça pourrait se faire. Peut-être une dernière question pour cette première phase-là. Est-ce que le semi-direct peut être envisagé pour renouveler une prairie ou un pâturage? Et si oui, dans quelles conditions cela peut se faire? Oui, écoute, on a un volet aussi, je dirais plus au niveau des semis et tout, mais oui, ça peut se faire. Que ce soit en semi-direct, en sur-semis, il y a moyen de travailler ces plantes pour aller augmenter je dirais, le rendement. Là, ça dépend de ce qu'il y a au niveau du sol, ça dépend des compositions qu'on a, où on veut aller. Mais oui, il y a moyen de le faire avec certains équipements. Puis là, on a 45 minutes, on ne peut pas tomber on aurait pour une journée complète de 24 heures à parler des plantes fourragères dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on a inclus aussi une petite partie à la fin, ceux qui veulent. Là, il y a vraiment une partie au niveau plus récolte, semis, préparation de sol aussi. Là, on a englobé ça vers la fin. Aussi, juste pour le sur-semis, il y a des petites notions de base quand même. Hein? Fertilité, pH, toujours important. Contact sol-semence va être important aussi. Fait que, le champ, s'il est jaune de pissenlit, ce n'est pas nécessairement les meilleurs candidats, je dirais, pour les sur-semis, pour augmenter les populations. Donc, on va viser d'avoir du sol à nu, mais avant que les mauvaises herbes s'installent. Ça, c'est déjà une bonne recette gagnante. Là. Puis le choix des espèces aussi va aider beaucoup. Là. Merci beaucoup. On va vous laisser continuer. On va sûrement répondre à d'autres questions en cours de route. De toute façon, il y a d'autres pauses, pour ça. Donc, je vais refaire tous nos petits partages pour commencer. Puis, je vais même remettre notre pointeur. Bon. Donc, on continue. Là, on va passer en revue un peu au niveau des plantes. Là, on a mis un peu la table. Vous avez vu au niveau du chaulage, au niveau des drainages, où est-ce qu'on veut aller, la prise de données. Quelles plantes qu'on travaille rendu là? Et souvent, c'est un exercice que même si on se dit qu'on les connaît, on découvre tout le temps une facette un petit peu plus, je dirais, intéressante par rapport aux plantes. Donc, je vais laisser Émilie commencer. As-tu le pointeur? Oui, par rapport à la luzerne. Oui. Ou tu veux, je continue la luzerne? Oui, c'est toi qui... Tu veux faire les graminées, si tu veux faire je vais les faire, ça ne me dérange pas. Fait que... je vais commencer d'abord. Fait que la luzerne, écoutez, c'est une des plus connues. Fait que c'est un système racinaire qui est profond. Souvent, on parle d'une racine pivotante. Bien qu'il y ait des types de luzerne avec des racines traçantes ou des racines branchues si vous avez des nappes d'eau un petit peu plus élevés. On parle de changement climatique, c'est sûr qu'on peut regarder, s'adapter un petit peu plus en fonction de ce que notre sol va être capable d'avoir au niveau de l'absorption de l'eau ou de la profondeur de la nappe phréatique aussi. C'est une plante très résistante à la sécheresse du fait que le système racinaire est très profond. Très productif aussi. Donc, c'est possible de l'avoir avec en mélange avec des pâturages aussi. Ça peut être en pâturage. Mais ça demande aussi une fertilisation. Quand on parle de luzerne, je me souviens encore des articles des années 60 qui disaient vraiment de la traiter comme une reine quand on travaille de la luzerne. Ça a besoin d'un petit peu plus je dirais, d'enrobage un peu au niveau de la fertilisation. Il faut s'en occuper. Puis, comme Émilie a mentionné au début avec les changements climatiques, la survie à l'hiver est une chose à faire attention. Donc, au niveau de la glace, au niveau des dormances, etc. Il y a des choses à faire attention là-dessus. Au niveau du trèfle, les trèfles blancs ou le trèfle ladino, proprement dit, le trèfle blanc géant, encore là, il faut juste regarder lequel on va avoir. Il y a du ladino, puis il y a le trèfle plus court qui est souvent adapté en pâturage. Ici, le système racinaire est très superficiel. Okay? Donc, ce qui dit en surface, vous savez, comme on a beaucoup au niveau je dirais, de l'assèchement avec la sécheresse, ce n'est pas résistant à la sécheresse. Mais c'est quand même très appétant. C'est idéal en pâturage. Comme je vous ai mentionné, c'est un petit peu plus court. Donc, au niveau du récolte en foin, peut-être plus limité. Donc, pas intéressant en prairie. La survie à l'hiver, encore là, c'est quand même quelque chose qui passe assez bien l'hiver, règle générale, mais il faut toujours voir un petit peu. Ça se propage, là, je dirais aussi par stolon, donc ça rampe un peu au niveau du sol. Ça a des belles propriétés en pâturage.
Au niveau du trèfle rouge, on l'a toujours dit, le trèfle rouge au genou, là, bon, c'est souvent, ou le trèfle au genou, je dis souvent c'est du trèfle rouge. C'est un système racinaire qui est quand même superficiel. On parle d'environ une vingtaine de centimètres dans le sol. Donc, un peu quand même pas très résistant à la sécheresse du fait de son système racinaire, un petit peu plus que le trèfle blanc par contre. Ça convient très bien en pâturage aussi, en prairie, ça, il n'y a pas de problème. On vient de parler de sursemis, c'est un type de plante qui va très, très bien du fait que son établissement est rapide. Donc, en sursemis, au printemps, ça décolle assez tôt, c'est facile à implanter. Par contre, on dit souvent, là, il y a du trèfle rouge, là, on ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a du trèfle rouge une coupe, trèfle rouge deux coupes. On dit le trèfle rouge deux coupes, une durée de vie de 2 ans, 2 à 3 ans, dépendamment de la certification ou des fois de la variété que vous allez avoir. Mais il y en a beaucoup qui connaissent le trèfle rouge. Il y a des belles propriétés à adapter. On va vous parler un petit peu du lotier. C'est souvent, quand on parle du lotier, on intéresse quelques-uns. Il y en a qui s'intriguent par rapport à ça. Ce n'est pas de la moutarde, les fleurs jaunes, c'est vraiment du lotier. C'est une plante, c'est une légumineuse aussi, donc une fixatrice d'azote, mais c'est très rustique, c'est très résistant à la sécheresse. Ça va très bien au niveau que ce soit en pâturage ou en prairie. Et le grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de ballonnement là, où les vaches qui vont gonfler avec la météorisation. Là, c'est une plante au niveau des tanins condensés qui va vraiment, je dirais, qui va enlever un peu l'impact au niveau des productions d'azote, etc., dans le rumen, du gaz qui va se produire. Donc, au niveau du pâturage, c'est idéal. Par contre, c'est un établissement qui est lent. Okay? Puis là, quand on parle des plantes fourragères, Émilie l'a dit, ce n'est pas des plantes annuelles, hein, c'est des plantes de long terme, des plantes pérennes. Et règle générale, une plante qui est longue à établir va durer longtemps. Une plante qui s'établit rapidement, vous l'avez vu avec le trèfle rouge, il s'établit rapidement, il dure moins longtemps. Le lotier est long à établir, on parle de 2 ans, mais il va résister longtemps avec au niveau des années. Donc, la fléole des prés, communément appelée le mille, que tout le monde connaît, du mille, du mie, hein, dépendamment des régions que vous avez. C'est une des graminées qu'on a dit qui était susceptible au niveau d'être influencée par la sécheresse. Okay? La sécheresse, le système racinaire n'est pas profond, c'est plus affecté au niveau de sécheresse. Par contre, dans nos conditions ici, c'est quand même une plante qui est très rustique. Okay? Elle passe à travers les hivers, à travers les années. Ce n'est pas la plus dispendieuse non plus. C'est un rendement qui est intéressant, surtout au printemps, quand on a la fonte de la neige, qu'il y a de l'eau en bonne quantité, on a un bon rendement de première coupe. Son défaut, c'est que le regain est un peu diminué en été, surtout en période de sécheresse. Et puis là, je vous fais une particularité, c'est que le mille, la fléole, va vraiment pousser, elle va recommencer à pousser, son regain va se faire au niveau du sol. Donc, on repart au bout de la racine au niveau du sol et on va vraiment avoir le regain va partir directement de là. Le deuxième, c'est le brome inerme. Le brome inerme, lui aussi, c'est la même chose. Il va repousser à partir de la base, au niveau du sol. Donc, vous allez voir, le regain est un petit peu plus long par ces deux espèces-là. Il est lent à établir, donc favoriser les semis d'été. Quand on parle des semis d'été, c'est quand on arrive dans la période du mois d'août, début septembre. Comme ce n'est pas très, très agressif, on veut limiter un peu l'effet des mauvaises herbes des établissements du printemps. C'est favorable. C'est une graminée, les bromes, je vais le dire comme ça, les bromes gardent leur valeur alimentaire avec la maturité. Donc, si tu dépasses un peu ton stade de coupe, ça ne chutera pas drastiquement au niveau de ta protéine ou des composantes alimentaires. Ça va garder une composante alimentaire. Ça se propage par des rhizomes. Le rhizome, c'est comme le chien dent, en fait. Donc, c'est vraiment des racines qui vont se promener au niveau du sol puis qui vont aller ressortir dans les endroits où il n'y a pas nécessairement d'autres plantes. Et, comme j'ai dit, ça pousse à partir de la base. OK? Et là, on a mis une photo ici pour vous expliquer que les prochaines qu'on va vous nommer ont la particularité de pousser, mais à partir de la tige où ils ont été coupés. Donc, si mon curseur est bon, vous voyez ici, ça, c'était du brome des prés. On l'a coupé à cette hauteur-là. Vous voyez, la feuille, elle a recommencé à même la hauteur de coupe. Et puis, 5 jours après, on avait vraiment environ 2 pouces là, de regain, juste pour 5 jours. Le regain est un petit peu plus rapide. Imaginez s'il faut que ça parte directement au bout de la racine, 5 jours, comment est-ce qu'on a un petit peu de retard. Okay? Donc, les prochaines vont toutes pousser, mais à partir de la hauteur de coupe. Le brome des prés, c'est un peu sensiblement la même chose, donc la valeur alimentaire, elle est très bonne. C'est dur à établir aussi, c'est quand même assez long. Et puis, c'est toutes des semences qui sont plus grossières, qui vont nécessiter coffre à brome
ou les mettre à la volée. Là, ça ne passe pas d'une boîte à mie ou le coffre à petites graines. Il faut vraiment avoir l'outil pour le semer, ça aussi. La repousse, comme je l'ai dit, à part au niveau de la hauteur de coupe, c'est difficile à semer, mais les propriétés alimentation, c'est excellent. Et même le brome des prés, au niveau du pâturage, fait des boules de feuilles qui résistent très, très bien au niveau du piétinement des animaux. Quand on travaille avec le dactyle, c'est une plante très productive. Souvent, elle a eu un peu mauvaise presse parce que c'est très, très agressif au printemps, comme le stade de maturité va arriver avant les autres. C'est la première. Et là, tout le temps, la question de se faire dire « ouais, ça mûrit trop vite ». C'est le défaut du dactyle, il mûrit très vite. Par contre, il revient un peu, je dirais, à la mode, parce que c'est très tolérant à la sécheresse. Okay? Vous nous voyez venir, les changements climatiques, la sécheresse, il est tolérant, donc on vient chercher du rendement aussi. C'est tôt en saison, comme j'ai mentionné. Ça repousse à partir de la hauteur de coupe, lui aussi. C'est très agressif. Donc, si tu dis « je veux travailler avec ça puis en faire en sursemis », comme la question qui a été posée, du dactyle, c'est une plante qui va quand même s'établir rapidement et facilement. Par contre, c'est moins rustique un petit peu que le mil, plus sensible au gel. Okay? Jusqu'ici, on continue. Il y en a qu'on les a entendus parler, mais des fois, d'avoir un petit refresh, ça vous aide un peu là-dessus. Donc, la fétuque élevée. Très productive, très grande tolérance à la sécheresse parce qu'ils ont des systèmes racinaires plus profonds. Fait que là, si vous voyez un peu la suite logique, quand tu as des terres drainées avec un bon chaulage qui favorise une masse racinaire, puis tu as des graminées ou des plantes qui ont des racines plus profondes, on est encore mieux outillé avec une bonne matière organique puis garder l'eau pour contrôler ou mettons, aider à la sécheresse, contrebalancer la sécheresse. La fétuque élevée pousse tard à l'automne. Ça fait des champs verts au mois de novembre, souvent le vert lustré. C'est de la fétuque élevée, règle générale. C'est une hauteur de coupe. On pousse à partir de la hauteur de coupe. Système racinaire profond. Plante agressive aussi, même dans le sursemis, il y a possibilité d'en mettre. Puis là, on dit que c'est une plante qui est 4 par 4. Okay? Si tu as un petit peu d'humidité, une baisseur, une cuvette, l'eau reste 2-3 jours dans le champ, la fétuque, elle passe à travers, même un pH de 5,5. C'est quand même assez 4 par 4. Fétuque des prés, sensiblement pareil. Peut-être la différence avec la fétuque élevée, c'est au niveau de son appétence et de sa digestibilité. Elle est supérieure au niveau de digestibilité, même de fermentation si vous faites des ensilages. La repousse est rapide, la même chose. Le système racinaire est profond. C'est similaire. C'est plus au niveau de la digestibilité qu'il y a une différence avec la fétuque élevée. On tombe dans les raies grasses, qui ressemble un peu où souvent on se fait dire « ah, j'ai du chien-nan dans mon champ ». Souvent, c'est du rais gras qu'on peut avoir. Le rais gras, c'est un établissement très rapide, encore là, en sursemis. On peut travailler avec des mélanges de rais gras annuels ou vivaces, dépendamment. Par contre, le vivace, on parle de vivace, mais on va dire, je dirais, 1 à 3 ans, là, on va être honnête. Là. Puis, c'est une plante très agressive, mais au niveau de l'appétabilité, en tout cas, l'appétabilité, l'appétence du rais gras, c'est extrêmement. Au niveau des ensilages, la fermentation est excellente. Puis là, je vous fais une petite parenthèse. J'avais déjà dit à un producteur qu'on avait travaillé un champ, puis c'était un pâturage qu'on voulait vraiment aider au niveau du volume. Puis je me souviens encore d'avoir fait en blague, des fois on jase comme ça, puis j'avais dit, écoute, tu feras attention parce que si moindrement c'est humide puis que ça pousse, c'est tellement agressif qu'à un moment donné, les vaches, ils viennent que ça pousse en dessous de la bédaine puis ils ne touchent plus à terre, ils ne peuvent plus avancer. Fait qu'une fois de temps en temps, il faut les pousser pour qu'ils recommencent à avancer pour aller manger ailleurs. Fait que c'est tout de se dire, ouais, je pense que tu en mets un peu trop. Par contre, rendu à l'automne, ça va être intéressant que le producteur il dit, écoute, ça avait vraiment donné un rendement intéressant. Je ne pensais pas que le rais gras pouvait avoir une propriété comme ça. Fait que oui, des fois, c'est intéressant de regarder d'autres plantes. Là, j'arrive avec le Festulolium, la plante où on va vraiment massacrer son nom, règle générale. C'est un croisement entre les fétuques et les raies gras, dépendamment quel croisement les compagnies vont faire. C'est aussi agressif que les raies gras comme établissement. Donc, en sursemis, ça peut être une belle option aussi. Par contre, ça peut être moins vivace parce que là, je vous dis, on fait des sélections, on croise ensemble, fétuque raies gras, on peut aller dans une tangente plus raies gras qui est moins susceptible à passer l'hiver ou une tangente de chromosome fétuque qui va peut-être avoir des caractéristiques au niveau du sol qui sont plus adaptées. Le but des compagnies, un peu, était d'avoir les propriétés de la fétuque au niveau du système racinaire, persistance, résistance à la sécheresse, mais d'aller chercher le côté digestibilité puis appétence du rais gras. Donc, on en entend parler, le Festulolium. C'est intéressant comme plante aussi à découvrir. La dernière, l'Alpistre roseau. Okay? L'Alpistre roseau, c'est
très productif tôt en saison. Oui, ça va donner du volume. C'est une grande tolérance à la sécheresse. Ça se propage par rhizome, ça aussi, comme le chien-dent, comme le bronc-minerme aussi. C'est très agressif une fois établi. L'établissement prend 2 ans, puis je dirais 3 ans, des fois, pour vraiment établir de l'alpiste roseau. Ça peut être difficile à détruire par la suite, mais si vous en faites une bonne régie, ça va vous donner du volume. Puis là, j'ai marqué, c'est très, 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 très rustique, et j'ai marqué une 6x6. Hein. Je vous ai dit tantôt, la fétuque élevée, c'était 4x4. Bien, pensez que l'alpiste roseau, c'est encore plus que ça. Quand c'est bien établi au niveau des acidités ou de l'humidité du sol, ça performe amplement. Donc, on arrive à une deuxième pause question, parce que des fois, on parle beaucoup des plantes. Je vais juste arrêter le partage. Beaucoup de questions, je pense, qui sont rentrées. Ouais, moi, je ne les vois pas quand on est en PowerPoint, là, mais... Effectivement, il y en a beaucoup de questions. Donc, je vais commencer avec, il y a de la production de luzerne en Alberta qui dure très, très longtemps. Est-ce possible au Québec d'avoir des champs de luzerne de plus de 20 ans? C'est une bonne question, mais souvent en Alberta, où les productions de semences, moi, une chose qui a été souvent dénotée avec les gens je dirais, de l'industrie des semences, quand ils viennent ici au Québec, ils vont nous dire, ben, la dernière coupe, c'est drôle, vous autres, vous fauchez ça assez court. Eux autres, ils ont une tendance aux productions de semences dans ces coins-là, souvent de faire une coupe, même dépendamment où on est en Alberta, d'accumuler de la neige, puis on la laisse pousser plus longtemps. Fait que, des fois, la régie peut être différente, puis il y a peut-être un principe de fermentation aussi ou de couverture de neige, là. Mais c'est, comme Émilie a dit, les changements climatiques nous amènent à faire attention à nos régies ou à s'en soucier un petit peu plus qu'avant. Je prends une autre question, Andréane. Par rapport à la digestibilité de la graminée, ça serait quoi la meilleure espèce? Digestibilité des graminées, ça dépend beaucoup du stade de coupe. Dans les plus digestibles, je dirais le raie gras. OK. Je peux prendre une autre question aussi, Andréane. Dans le fond, les meilleures espèces à faire à la volée, c'est écrit frost seeding, dans le fond. Frost seeding, j'irais vite fait. Si on dirait les meilleurs, c'est les plus rapides à l'établissement. Trèfle rouge, raie gras, dactyle, le festulolium peut être là aussi. C'est généralement les plus rapides à l'établissement qui... Ça va être ceux-là souvent qu'on va mettre, dépendamment de les besoins qu'on a, mais oui, ça va être celle-là. Après ça, bon, on avait plus une question au niveau de l'équipement, là, au niveau des types de semoirs à privilégier ou des choses que tu trouves intéressantes là, au niveau de l'implantation des plantes fourragères. Y a-t-il des modèles ou des types qui prennent pas mal toutes les grosseurs de semences? Oui. Là aussi, c'est carrément de la présentation. On a un petit lien, on a beaucoup de détails parce qu'on, comme on l'a dit, on n'a pas tout le temps de donner la technique, mais on a de la technique. Là-dessus, on parle vraiment des semoirs. Fait que oui, on peut avoir des coffres à bromes qui sont spécialisés, on peut avoir les semoirs pneumatiques ou des semoirs à la volée. Ce qui est vraiment important, tous les semoirs vont faire tomber de la semence au niveau du sol. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon contact sol-semence aussi. Mais oui, on a de quoi là-dessus, puis les PowerPoint, je pense qu'ils étaient tous disponibles. On a parlé du raie gras un peu au niveau de sa digestibilité. Est-ce que c'est bon sur un sur-semis à la volée ou en vasage dans un package? Oui, parce que comme je mentionnais, mais encore là, si le contact sol-semence est bon, puis qu'on a le moindrement d'humidité, on s'entend, là, oui, ça germe, puis ça va donner un bon rendement. Il faut juste penser que si c'est un raie gras annuel, c'est quelque chose à recommencer à toutes les années. Des fois, même le italien est bisannuel, du vivace. Donc, ça peut être des choses, juste du fine-tuning un petit peu là, à regarder. Là. Mais oui, il n'y a pas de problème avec ça. On y va-tu pour l'autre question? Je voyais qu'il y avait une question sur le sorgho. Qu'est-ce que tu pensais du sorgho? C'est une question qui vient de rentrer. Sorgho, ben là, on n'a pas parlé des plantes comme ça parce que c'est vraiment considéré comme des plantes annuelles. Là, nous autres, on a concentré vraiment le mandat au niveau des plantes pérennes. Au niveau sorgho, herbe de Soudan ou sorgho du Soudan, plus au niveau des plantes de climat chaud. Donc, ça ne tolère pas nécessairement le gel au niveau du semis. Ça a un bon rendement de croissance aussi. Donc, sorgho, proprement dit, il faut faire attention. On peut avoir au niveau des acides prussiques ou cyanhydriques aussi, là, que ce soit en hauteur de coupe ou pour les pâturages, à faire attention.
Là, c'est sûr que le sorgho en contient plus, l'herbe de Soudan est peut-être moins susceptible encore d'en contenir, mais c'est des choses à valider un peu. Là, on ne pourra pas rentrer dans le détail du sorgho proprement dit, par exemple. Bon, puis après ça, dans les dernières questions, je pense que ça va être pas mal la dernière, Andréane. J'en ai pas vu d'autres entrées. Y a-t-il des mélanges, dans le fond, qu'on ne peut pas sommer ensemble, des variétés qu'il faut vraiment éviter de les mettre ensemble? C'est beaucoup d'essayer d'avoir un synchronisme au niveau de la récolte. Là. Il n'y a pas vraiment d'effet antagoniste nécessairement entre elles, mais plus des fois, par exemple, quand on travaille avec du dactyle, si on veut avoir un fourrage de bonne qualité puis fait quand même jeune, ben là, c'est sûr qu'il faut travailler avec d'autres graminées, d'autres plantes qui vont être assez hâtives pour aller chercher le plein potentiel, en fait, de toutes nos plantes. Moi, je n'ai pas vu d'autres questions que rentrées. Andréane, y avait-tu des choses de ton côté? Je pense que non aussi. Non, Je pense que ça fait le c'est tour bon. pour cette section-là. Merci beaucoup. Voilà, on va continuer. On va peut-être répondre encore à d'autres questions ou on va en avoir d'autres certains. Donc, je repartage encore. Je vais renvoyer le contrôle à ma collègue aussi à côté. Donc, des pistes de solutions, ça va peut-être répondre à d'autres questions aussi. OK. Donc, améliorer la qualité des sols. Oui, je me répète encore, là, mais la résilience des cultures va passer par la résilience des sols. Donc, d'avoir des sols en santé, le drainage, l'égouttement. Puis là, j'aime ça faire la distinction entre les deux. Hein. Le drainage souterrain, souvent, les gars ils disent « Ouais, j'ai des ronds d'eau dans mon champ, mais pourtant, j'ai des drains juste au-dessus. » La job d'un drain souterrain, c'est d'évacuer, c'est de rabaisser les nappes phréatiques. C'est pas d'aspirer l'eau qu'il y a en surface. Fait que c'est vraiment par l'égouttement qu'on va se débarrasser de l'eau de surface. Et là, ça devient vraiment primordial avec les changements climatiques d'avoir un égouttement de surface là, top-notch, comme je vais prendre l'expression, vraiment pour que l'eau puisse égoutter rapidement là, après une précipitation, parce que c'est sûr que là, on parle beaucoup de la luzerne, là, mais on le voit dans les champs, s'il y a des gros rondeaux qui gèlent, la graminée peut y passer aussi. Là. Le chaulage, donc Eric en a parlé, toutes les propriétés, oui, au niveau du pH, la disponibilité des éléments fertilisants, toute la vie microbienne du sol, ça va venir aider à la structure du sol aussi. Parlant de structure de sol, avoir un sol qui est super bien structuré, donc vérifier la compaction, tous ces éléments-là, c'est important. Un sol bien structuré va permettre un bon développement racinaire. Un bon développement racinaire va permettre aux plantes d'aller chercher l'eau plus en profondeur, les éléments nutritifs aussi. La matière organique, tant mieux, on parle de foin, donc c'est la culture par excellence pour augmenter les teneurs en matière organique. Puis ça, il faut travailler surtout en sol sableux. Ça va beaucoup jouer sur la rétention d'eau et la structure de notre sol. La fertilisation, donc souvent négligée, on associe souvent légumineuses à potasse puis graminées à azote, là, mais il ne faut pas oublier que ce monde-là, il a besoin de d'autres éléments fertilisants. Donc, à moins de contraintes particulières, là, de toujours le plus possible essayer de combler les besoins. Puis même au niveau des pâturages, là, des fois, on va être plus généreux dans nos prairies, mais les pâturages aussi, tout ce qu'on n'a pas à récolter puis que les animaux récoltent directement, c'est un gain vraiment intéressant. Une plante bien fertilisée va être beaucoup plus résiliente aussi là, au niveau de la sécheresse, donc elle va être mieux équipée pour survivre, soit par le développement racinaire qui va être plus intéressant, soit par la gestion, là, tous les mécanismes de gestion de stress, gestion d'eau et tout ça. Donc, très important la fertilisation. Donc, pour les légumineuses, au niveau de la sécheresse, bien, favoriser peut-être le lotier, la luzerne, qui ont des systèmes racinaires plus profonds. Par contre, c'est sûr que si les problématiques qu'on a, c'est vraiment toujours au niveau des pertes à l'hiver, bien, dans ce temps-là, le trèfle est quand même intéressant. C'est sûr qu'un objectif à long terme, c'est d'améliorer nos terres pour être capable de faire pousser la luzerne et tout ça. Le lotier, oui, c'est une plante qui va pousser dans des champs qui sont moins beaux. Encore là, comme tout, hein, va offrir un meilleur rendement dans un beau champ. Fait que peut-être pas se limiter nécessairement à le mettre juste dans les pas beaux champs, d'oser l'utiliser dans des champs là, qui ont quand même des belles propriétés.
Favoriser les mélanges multi-espèces. Plus on va avoir d'espèces, plus on va aller chercher les forces de chacun, mais plus on va être capable d'avoir un mélange qui risque de se démarquer. Donc, dépendamment des conditions, soit terrain, soit météorologiques aussi. Augmenter les niveaux de graminées dans vos mélanges dont le système racinaire est plus profond, comme on l'a mentionné, les bromes, les fétuques, le dactyle, le riz gras et même l'alpis roseau aussi. Donc là, on vous a parlé des plantes, on tombe, il nous en reste un petit bout à faire. Ce n'est pas très long, mais il faut expliquer un peu où on va aller avec je dirais, les sols. Et là, les semences, quand on arrive au niveau des semences, on les a nommées, on vous a donné des points. Tout ce beau monde-là n'a pas le même nombre de graines par kilo. Okay? Le nombre de semences dans un kilo va varier, un peu comme le poids au 1000 grains dans d'autres espèces. Donc, l'arrondissement, si je peux dire, parce que je ne les ai pas comptés hier soir, là, approximativement, la luzerne, on parle de 500 000 grains dans un kilo, le trèfle rouge, 640. Vous voyez, le trèfle blanc, 1 750 000. Quand dans un mélange, vous voyez, exemple, 5 8 de trèfle blanc, il faut que tu te dises que tu en mets déjà 3 fois plus que le trèfle rouge. Okay? Fait que si tu ne veux pas inonder ton champ, il faut avoir un petit peu un équilibre à ce niveau-là. Lotier 900 000, vous voyez la fléole des prés ici, 2 700 000. Fait qu'il y a bien du nombre, c'est bien fin. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de nombre de grains par kilo. Par contre, les bromes, on a parlé de coffre à bromes, c'est plus difficile à semer. La semence est grossière, elle est longue, elle est légère. Mais on n'a pas beaucoup de nombre de grains par kilo. Fétuque élevé, 550, dactyle, 1,4 million, puis l'alpis roseau, 1 250 000. Fait qu'il ne faut pas non plus, des fois, il faut comprendre ça, il ne faut pas échapper nos doses. Ça vient changer les mélanges, mais au moins, il faut avoir un petit peu à l'esprit qu'ils n'ont pas toutes la même. Quand on va semer 1 kilo, ils n'ont pas tous le même nombre de grains. Fait que là, pour vous illustrer, hein, c'est un peu, des fois, c'est un peu abstrait quand on voit ça. Puis on parle beaucoup de taux de semis, puis des fois, on parle à un producteur, puis là, tu dis, ouais, ça fait 20, 22 kilos à l'hectare, puis mon Dieu, t'en mets donc bien. Fait que là, c'est sûr que quand tu es habitué de travailler, par exemple, ici, avec un mélange luzerne-mie, donc au total, un 16 kg, là, on y va avec les recommandations là, comme du crack, donc un 9 kg à l'hectare de luzerne avec un 7 kg de mie. Ce qui est écrit sur la poche, là, en fait, c'est le nombre, c'est le pourcentage de chacun en termes de poids. Donc, il y a à peu près 50 presque 60 de luzerne, 40 là, de mie dans la poche. Fait que c'est un mélange pas mal 60-40. Mais en termes de pourcentage de semences au champ, le reflet, c'est qu'il y a 19 de notre semence qui va être de la luzerne, puis 81 de la semence dans la poche qui va être du mie. Fait que c'est sûr que ça n'aura pas notre 7 kg de mie, que la graine est très, très, très petite, va nous apporter beaucoup de mie. Par contre, comme on l'a vu, hein, le mie, souvent, c'est intéressant la première coupe, mais ce n'est pas ça qui va nous offrir du regain en deuxième puis en troisième coupe, surtout en conditions sèches. Donc là, j'ai fait le petit exercice ici, là, juste pour vous montrer que on peut mettre de la luzerne, puis que là, en association avec le brome, on mettrait à peu près 10 kg. La graine est beaucoup plus petite. On reste dans un ratio quand même assez similaire là, au niveau du mélange. La poche, ça serait à peu près du 50-50. Mais là, au champ, on aurait 60 de la population en termes de graines qui va être de la luzerne, puis un 40 qui va être du brome. C'est sûr que c'est difficile un peu de déterminer comment ça fait réellement au champ, là, parce qu'on comprend qu'un plant de brome, un plant de mie, puis un plant de luzerne, ça ne va pas offrir le même volume, ça ne va pas occuper le même espace. Mais c'est quand même important de l'avoir en tête que si toi, tu trouves que tu n'as pas assez de graminées en deuxième, troisième coupe, puis que tu gardes ton même mélange initial, puis que tu fais juste rajouter de la graminée à ça, bien là, à un moment donné, tu viens diluer aussi ta légumineuse en première coupe. Fait que des fois, c'est intéressant de garder les niveaux de luzerne, puis de diminuer un petit peu le mie, puis venir joindre à ça d'autres ingrédients. Mais si, par exemple, on travaillerait avec une fétuque, c'est sûr qu'on ne mettrait pas nécessairement là, 10 kg parce qu'il y a plus de graines. La graine est plus petite un petit peu que le brome, donc ça va apporter plus de population. Fait que ça, c'est de le garder en tête, là, pas partir et dire « Ah ouais, moi, je vais mettre du brome, puis je vais garder mes mélanges, je vais me faire des mix. »
Gardez en tête que la semence, au même titre là, qu'en grande culture, on tient beaucoup compte des poids de milligrammes pour faire nos calibrations, pour calculer nos populations. Bien, c'est un peu la même chose, en fait, en plante fourragère. Dernière pause question. Après ça, après ça, on straight line jusqu'à la conclusion. Je vais essayer de l'arrêter. OK. Donc, on a parlé beaucoup de mie, de brome, c'est super intéressant. Selon vous, ça serait quoi le meilleur remplaçant au mie, vu qu'on voit que ça va être plus difficile dans les prochaines années? C'est une bonne question. En fait, est-ce qu'on veut. Le mie a toujours sa place. Est-ce qu'il y a autant de place qu'avant? Je pense qu'on peut travailler avec d'autres plantes. À ce moment-là, on a parlé un peu du multi-espèces, mais ceux qui vont vous donner le plus de rendement ou de tolérance par rapport à la sécheresse ou selon les sols que vous avez aussi, je pense que toutes les autres graminées qui ont des systèmes racinaires plus profonds vont bien faire comme, je dirais, remplacement ou même des fois accompagné. Parce que comme Émilie a montré, le mil, oui, il y a une grande proportion quand on en met beaucoup. On peut juste diminuer un petit peu le pourcentage, puis on va travailler avec le pourcentage d'autres plantes avec pour faire un peu, un peu plus le multi-espèce. Là où il faut faire attention, c'est comme par exemple, c'est sûr que, on l'a dit, la fétux, c'est une graminée qui est 4 par 4. Ça va être les conditions de terrain. C'est sûr que le mil s'adapte quand même assez bien. Le dactyle, si la luzerne ne tient pas à cause de l'égouttement, c'est sûr que ce n'est pas un super de bon choix aussi. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des plantes comme ça qu'il faut faire un peu plus attention. Au niveau de la productivité, là, j'avoue que moi, j'aime beaucoup le dactyle de ce que j'ai vu là, des 2-3 dernières années chez quelques producteurs, mais c'est ça, c'est tellement du cas par cas, puis dépendamment de la réalité, de la régie de l'entreprise aussi, des fois, on va conseiller, puis des fois, c'est un amalgame de toutes les plantes aussi. Là. On aime beaucoup travailler avec ça, nous autres. Une autre question, pour remplacer la fléole par le brome des prés dans un champ, pour avoir la même couverture, quel devrait être le bon ratio ou taux de semis? En fait, ils n'ont pas le même, je dirais, le même gabarit non plus au niveau du champ. Le brome des prés va vraiment taler un petit peu plus. Quel est le bon ratio? En fait, c'est une bonne question à répondre comme ça, à dire quel est le ratio, là. Ça va dépendre du pourcentage de la légumineuse aussi. Il faudrait plus voir c'est quoi les besoins, c'est quoi. Est-ce qu'on le remplace juste par du brome des prés? Est-ce qu'on peut le remplacer par un mélange autre? On a plein de façons de le calculer un peu puis de voir la pression au champ parce qu'on voyait le nombre de semences un peu dans le pied carré qu'on met aussi, mais ils ont un gabarit aussi à respecter. C'est un équilibre là-dedans. Ce qu'Émilie voulait montrer aussi, c'est qu'on ne peut pas remplacer 5 kg de mie par 5 kg de fétuc ou tu dis je mets 5 kg de dactyle parce qu'ils n'ont pas le même nombre de grains par kilo. C'est qu'à l'exemple, une personne, moi, qui l'avait déjà fait comme mon 5 kg ou mon 8 kg de mie par 8 kg de régras, ça a envahi le champ. C'était juste du régras. Fait que c'est ça. Il ne faut pas échapper à la dose, puis il faut connaître un peu le dosage à travailler, mais il y a des certains équilibres qu'on vient habitué de travailler avec, tout dépendamment aussi si c'est juste en graminées pures ou si est-ce qu'on a une légumineuse. Est-ce qu'on a du trèfle? Est-ce qu'on a de la luzerne associée à ça? On pourrait le travailler en cas par cas. Il faut aussi tenir compte de la technique qui va être utilisée. Hein. Si j'ai déjà vu des producteurs mélanger de l'avoine avec le brome dans la boîte à céréales, c'est sûr que le taux de succès peut être un petit peu moins bon que, mettons, un semoir pneumatique ou un brillon. Quand les conditions sont adéquates aussi, ça va influencer le taux de germination. Fait que des fois, on va en mettre un petit peu plus vu que c'est plus difficile à semer par rapport à ça. Le lotier, est-ce qu'il est plus. En fait, la question, c'est plus une observation que le lotier serait plus difficile à implanter dans des régions plus froides, des régions plus nordiques. Est-ce que c'est le cas ou? Ben, ça dépend à quel point c'est nordique, mais là, de ce que je comprends, avoir la question, c'est plus au niveau du Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'est sûr que c'est long à établir. Puis encore là, il y a des variétés qui sont encore plus longues que d'autres. On dit vraiment 2 ans d'établissement. Encore là, ça dépend des techniques de semis ou de la quantité qui a été mise aussi. Il y a plein de facteurs. Mais comme c'est plus long à établir, il y a peut-être plus de risques. Il faudrait jouer un petit peu plus, mais en tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas trop de problèmes, là, mais on pourrait regarder un peu plus loin. Là.
Fait qu'on continue. Ouais, j'ai pas d'autres questions. On peut peut-être les garder pour la fin, Andréane. C'est d'autres choses. Bon, il n'y a pas de problème. On n'en reste pas énormément longtemps. On continue. On continue le page. Oups. Donc, ça ne sera pas long, comme ça. Là, ça nous arrive, on arrive à parler à notre code 18. OK? Il y a énormément de choses, comme vous voyez, à parler en plante fourragère. Comme je dis, on en aurait pour énormément longtemps à en jaser. On veut vraiment aller cibler le début, puis là, on arrive au code 18. Il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi le code 18. Peut-être qu'il y en a qui le savent, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. C'est vraiment le 18 pouces entre le steering et le siège. OK? Là, il y a énormément de décisions, d'impondérables qui se prennent à partir de cette position-là. Quand on continue à ce niveau-là, c'est souvent parce qu'on va tomber au niveau des préparations de sol. Puis là, on va en glisser un mot. Puis comme je vous dis, à la fin, il y a vraiment un lien où il y a encore, je dirais, une soixantaine de diapositives ou en PDF qu'on vous a rendu disponible parce qu'on trouve ça plate un peu. On aimerait parler de plein de choses puis qu'on n'a pas le temps. Mais fait qu'on l'a inclus dans un contenu supplémentaire. Ceux qui veulent aller plus loin pourront le faire. Mais au niveau des préparations de sol, il faut faire attention. On a mentionné que les semences étaient très fines. Donc, on va avoir une granulométrie quand même qui a une similitude. Là. Si tu as de la grosse motte puis que en semant, ta semence est en dessous de la motte, écoute, elle ne passera pas nécessairement à travers. Fait qu'on va avoir une belle texture de sol, assez fine, sans être trop fine pour pas non plus dans terre forte ou que ça croûte ou que ça fasse de la battance. Et on a toujours le test, là, le fameux test de la bottine qu'on entend depuis des années. Je l'ai mis là par référence pour toujours garder en tête que ça prend un sol ferme pour semer des plantes fourragères. Fait que si tu ramasses tes roches et que tu cales jusqu'aux chevilles, ne va pas semer, passe un rouleau avant de semer, tu vas aider ton cas. Il y a des petites règles à faire attention, puis souvent, c'est là qu'on dit que c'est le code 18 qui fait qu'on regarde ce qu'on fait puis on s'ajuste. Au niveau des profondeurs de semis, ça aussi, c'est quelque chose qui est bien important. Bon. Donc, on voit là, dans les sables, c'est sûr que là, ici, on est en centimètres, là, fait que pour les un demi-pouce, un demi-pouce. Donc, on voit vraiment qu'il ne faut pas dépasser là, un demi-pouce de profondeur parce qu'après ça, drastiquement, là, notre taux de germination, notre taux de levée va vraiment être réduit. Puis ça, c'est vrai pour toutes les espèces. C'est encore plus vrai dans les argiles. Donc, où le taux de germination, le taux d'établissement, en fait, va être grandement réduit. Donc, tu sais, quand on tombe dans du 50 au prix de la semence, là, on veut bien le faire pour mettre toutes les chances de notre côté puis que tout lève le plus possible. Fait qu'au niveau des lombes, on est un peu dans une zone intermédiaire, mais encore là, dès qu'on dépasse là, le 1,5 pouce, qu'on se tend vers le 1 diminution. Ça, là, c'est encore, je dirais, le nerf de la guerre. On voit encore beaucoup de producteurs semer trop profond. Puis pourtant, c'est pas nous autres qui l'avons inventé. Là. Depuis cette documentation-là est disponible depuis 1966. Fait que ça fait plusieurs années. C'est encore une erreur fréquente qu'on voit d'aller porter la semence trop creuse. Donc, oui, il faut s'assurer de l'humidité, mais aller chercher l'humidité par le contact sol-semence. Donc, Éric l'a dit, là, les fameux rouleaux, là, ça ne coûte pas cher. C'est une opération qui se fait rapidement, facilement. Mais ça peut faire toute la différence dans une implantation, surtout dans un contexte de changement climatique où là, bon, on prédit qu'il n'y aura pas moins d'eau au printemps, mais on l'a vécu en 2020. Donc, les producteurs qui ont fait, des fois par erreur, deux coups de rouleau, ça a fait toute une différence sur le terrain, puis c'est les seules places là, où, dans les fois que ça l'a levé. Donc, on le répète encore, là, 1/4 de pouce à 1/2 pouce maximum pour la profondeur de semis. Au niveau de la hauteur de coupe, là, écoutez, ça aussi, on pourrait vous faire une présentation juste là-dessus. On vous a mis beaucoup d'informations dans les documents qu'on va vous rendre disponibles à la fin de la présentation. Donc, idéalement, 4 pouces. Puis là, j'ai mis des vaches, puis j'ai mis une faucheuse. C'est la même hauteur de coupe. Là. Les animaux, si on laisse les animaux descendre plus bas que ça, bien, de un, il va y avoir des bouchées moins efficaces. Fait que là, tout au niveau du gain de poids et tout ça, ça va être beaucoup moins, ça va être moins bon. Mais c'est surtout au niveau du regain de la plante. Donc, elle doit plus puiser dans ses racines pour faire un regain. Donc, à un moment donné, le système racinaire s'épuise aussi.
Donc, vraiment, au niveau du regain, Éric l'a montré tantôt, il y avait une photo là, avec le tape à mesurer pour le brome après 5 jours. Donc, si on fauche déjà à 4 pouces, là, rapidement, au bout de 5 jours, on peut avoir une repousse vraiment intéressante. Meilleure qualité également. En allant chercher, là, en laissant le 4 pouces, là, dans les derniers centimètres, dans les derniers pouces, c'est de la fibre, puis des fois de l'azote aussi. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de bien intéressant d'un point de vue nutritionnel pour les animaux. Ça va augmenter la résistance à la sécheresse. On comprendra que si on a une bonne répartition des plantes au niveau du champ, plus on va laisser de feuillage, plus ça va faire un petit peu d'ombrage au niveau du sol, puis ça va permettre de minimiser le plus possible les pertes d'évaporation au niveau du sol. Donc, ça peut avoir une incidence majeure, là, autant au niveau de la plante, mais aussi au niveau de la conservation de l'humidité au niveau de notre sol. Également, puis même, j'irais jusqu'à dire qu'à l'automne, on va faucher là, idéalement à 6 pouces. Puis là, je sais que vous êtes tous en train de vous dire que c'est impossible de faucher à 4 pouces puis à 6 pouces, mais je vous le dis, il y en a plein des producteurs qui le font. Dans la présentation, on vous donne des petits outils là, un peu pour ajuster vos hauteurs de faucheuse. Mais ça se fait, ça demande du temps et de l'ajustement, mais ça se fait. Donc, l'automne, surtout pour les champs qui ont de la luzerne, faucher à 6 pouces, ça va vraiment favoriser la rétention de la neige là, pour l'hiver. Donc, au niveau conclusion, OK? On fait une conclusion là parce qu'écoutez, on a un certain laps de temps pour parler. Comme vous voyez, on a énormément de contenu, mais une des choses, les premières, je disais, c'est d'aller chercher les connaissances, d'aller chercher de la formation, mais de se poser les bonnes questions. C'est quoi vous voulez avoir? C'est où vous voulez aller? C'est quoi les conditions que vous avez dans votre coin? C'est quoi le type de sol? Qu'est-ce que je peux améliorer? OK? C'est des questions qui vous amènent à trouver des pistes de solutions. Va marcher tes champs et regarde-les. OK? Tes vaches, là, si tu ne vas pas te promener et tu ne les regardes pas, tu ne peux pas savoir celle qui est malade, celle qui a fait son pied pour veiller, j'avais pas. OK? Quand tu marches, quand tu observes tes affaires, tu apprends. Je l'ai dit souvent, je ne suis pas né avec une science infuse d'un plan de fourragère. J'aime ça, premièrement, mais il faut que tu marches, puis que tu regardes, puis que tu observes. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Fait qu'hésitez pas. Puis souvent, c'est curieux quand on fait de la route avec des producteurs, puis on dit hey, on va aller voir ton champ de foin. Ah, ouais, c'est bien rare, jamais personne ne vient voir mon champ de foin. Ben, c'est ça. On va aller les voir, puis on va apprendre. OK? Là-dessus, il faut que tu oses le changement. OK? Ça aussi, là, d'autres options. On vous a montré plein de types de plantes, d'autres façons, peut-être de laisser au niveau du pâturage, de les laisser peut-être un petit peu moins longtemps pour être sûr que ta hauteur soit meilleure. Peut-être travailler un aspect de fertilisation, mixer 2 plantes, 3 plantes, en essayer une nouvelle. C'est toutes des choses. Je pense que c'est quand on arrive dans l'adversité à un moment donné, comme là, les changements climatiques, puis tout le monde revient à dire pourquoi ça ne marche plus? Ben oui, mais on a toujours fait comme ça. OK, oui, mais là, les conditions ne sont plus comme ils étaient avant. Fait qu'il va falloir faire différemment. Fait qu'il faut s'adapter, il faut regarder le changement un petit peu. On l'a dit, d'investir où ça compte. Moi, je dis tout le temps, OK, ta chaîne va être forte à la limite du maillon le plus faible. Est-ce que c'est ton chaulage? Tu sais, on le dit souvent, c'est correct, ta presse est peut-être plus vieille et tout, mais si tu n'as pas de rendement, elle va juste presser moins. Peut-être qu'à regarder au niveau du sol, au niveau de tes plantes, au niveau de ce que tu peux faire en fertilisation, d'investir où ça compte. Puis des fois, c'est un code 18, c'est des régies qu'on va changer. Ce n'est pas d'investir directement dans le champ, dans le matériel. Des fois, c'est d'investir dans nous autres mêmes puis de prendre du temps pour nos connaissances puis pour améliorer notre sol. Vous ne serez jamais meilleur que ce que votre sol va vous donner. J'ai acquis encore beaucoup plus d'expérience puis je dirais, de connaissances depuis qu'Émilie est arrivée au niveau des sols, au niveau des, je dirais, des tests de sol, des profondeurs. Comprendre ce système-là, ça trouve des horizons. Fait que tu n'es jamais meilleur que ce que ta terre va te donner. Puis le système fourrager, on le voit arriver dans tout le côté des bienfaits des cultures, de conservation de sol, etc., la séquestration de carbone, mais on n'est jamais meilleur que ce que nos sols peuvent nous donner. Fait que oui, les règles de base restent toujours là. Je sais qu'on a de l'air plate à répéter ces règles de base-là. Ça ne donne rien d'acheter des variétés à 400$ si tu as une terre pas drainée avec un pH de 5,5 puis que tu n'as pas l'intention de t'en occuper. OK? Fait que si on travaille avec la base, on va être capable de bâtir pour arriver avec des meilleurs résultats. C'est en gros, gardez ça dans votre tête. On va travailler à partir de là. Et puis là, comme on a dit, on a énormément de contenu. On pourra en parler encore longtemps. Puis là, j'ai mis un lien en dessous ici. Et puis,
vous pouvez le taper ou sinon, il va être sur la page Facebook aussi. Là, puis on a vraiment, je pense, c'est 66 comme diapos de plus. C'est pratiquement une deuxième présentation axée sur préparation de sol, méthode de semis, hauteur de coupe, ajustement de faucheuse, pourquoi la longueur. Fait que vous avez énormément de contenu là aussi, juste pour passer au deuxième step, mais on ne peut pas nécessairement aller au deuxième si on n'a pas fait le premier. On va monter le marche à la fois. Je vous le dis, il y a du contenu à ce niveau-là qu'on vous donne gratuitement. Là. Vous allez le chercher, c'est un PDF à télécharger. Si ça peut vous aider, on en est bien conscient. Fait que c'est un petit peu notre approche puis notre passion, comme vous pouvez voir. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation, Mme Émilie Douville et M. Éric Desrosiers. Très belle conférence. Nous allons poursuivre avec la période de questions avec Andréane et Martin. Puis par la suite, on procédera au tirage. Les questions. Ouais. Je pense que c'était moi qui avais la première en plus. Je suis désolée. Ouais, j'en ai enlevé une, Andréane, je vais peut-être commencer. Là. Mais en fait, il y avait une question qui était super intéressante parce qu'on ne l'a pas vraiment abordée. Ce serait quoi les avantages et inconvénients des semis d'automne versus les semis de printemps? Puis, ce serait quelle espèce qui serait le plus propice à un semis d'automne? Je pense qu'on peut toutes les deux répondre, mais je vais laisser Émilie aller. Oui, bien, l'avantage, je vois juste, Éric, qu'on nous demande le lien pour les diapos. Je ne sais pas si. Écoute, le lien, soit qu'on peut le mettre. Envoie-moi-le par Messenger, je vais le mettre dans le. Oui, je vais te faire ça. De toute façon, il est sur la page Facebook, c'est une solution aussi, il est affiché depuis 8 heures. Là. Mais si vous voulez, on va vous le transférer, il n'y a pas de problème. Fait que les avantages, oui, la question, c'était les avantages des semis d'automne, c'est ça, puis s'il y avait des espèces plus adaptées. Bien, en fait, ça répond, pas mal toutes les espèces peuvent s'être implantées l'automne. En fait, on dit d'automne, mais c'est vraiment comme à août. Officiellement, on est encore en été. Le gros avantage, je dirais, c'est vraiment au niveau des graminées qui sont plus lentes à établir. Donc là, on va aller chercher un petit bout déjà de saison de croissance. Ils vont être établis, puis l'année suivante, ils vont être prêts déjà à offrir un bon rendement. Donc, l'avantage des semis d'automne, souvent, oui, le sol va être plus sec. Puis là, on s'entend que si on est en grosse sécheresse, il n'y a pas mouillé du mois d'août, on va laisser faire, on va garder nos semences pour le printemps d'après. Là, mais sinon, souvent, les journées sont quand même chaudes, les nuits sont quand même fraîches. Ça va nous créer des super de belles rosées. En tout cas, en 2020, on a vraiment eu des top conditions là, pour faire les sursemis, puis ça a vraiment été intéressant. Là où il faut faire attention avec les semis d'automne, c'est quand c'est fait sur des retours de céréales. Donc, souvent, les andins, la repousse de battage peut créer beaucoup de compétition au niveau de la levée. Donc, faire attention à ça, essayer de travailler les champs le plus possible. Les graines le plus possible, ça peut donner un coup de main. Andréane, tu prenais-tu la prochaine question? Oui, je vais la prendre Il n'y en a aussi. pas d'autres qui rentrent, je pense. J'ai oublié quelque chose, Oui. là, mais au niveau de la gestion des mauvaises herbes, c'est quand même un élément majeur. Au niveau de la gestion des mauvaises herbes, souvent, là, chou gras, herbe à poux, graminées, mauvaises herbes, là, on ne s'en sauve pas vraiment dans les implantations de printemps. Oui, il y a les herbicides, mais quand on est capable de ne pas les utiliser, c'est quand même assez limité aussi au niveau du spectre d'action. Fait qu'à l'automne, c'est toutes des mauvaises herbes qu'on ne retrouve pas. Donc, ça fait des implantations qui sont vraiment très propres au niveau des mauvaises herbes. Puis, on n'utilise pas de plantes-abri, là, justement, pour éviter la compétition. Là. Pour faire du pouce un peu avec ce que tu viens de dire, Émilie, ça serait quoi les dates ou du moins les périodes qu'il faudrait viser pour s'assurer d'avoir une bonne implantation? C'est sûr que là, quand on va parler, dès qu'on a des luzernes, puis un peu des légumineuses en général, dans les mélanges, on va viser le fameux 6 semaines avant les gelées mortelles. Puis ça, c'est on veut que la croissance soit débutée. Fait que c'est sûr que si on est en condition sec, puis ça prend une semaine ou deux avant que ça lève, si on est rendu le 15 septembre, là, ça peut être compromis. Là, c'est sûr que ça dépend un peu des régions. Il y a des régions, ça va être vraiment début août, puis il y a des régions que ça peut aller jusqu'à la fin du mois d'août. Quand on travaille avec des semis juste de graminées, je dirais qu'on peut se permettre là, d'aller plus vers un
4-5 semaines. On peut décaler là, d'une semaine ou deux facilement là, pour les établissements d'automne. Parfait. On avait une question d'un producteur, en fait, qui a des champs très vallonneux, donc des hauts et des bas, des petites collines. Et il se demandait, là, ça serait quoi là, les semences que vous recommandez dans ce cas-là? C'est encore là, je dirais le côté multi-espèces, on ne sauvera pas du fait que l'eau va avoir une tendance à s'en aller dans la partie la plus basse. Si on a travaillé, exemple, avec une luzerne ou plus un dactyle qui est moins susceptible ou qui aime moins l'eau, qui aime plus les gouttements ou les terres drainées, c'est sûr que dans cette partie-là, souvent on se ramasse avec un champ où il n'y a rien dans le bas. Dans la côte, on n'est pas pire. Puis des fois, dans le haut, si c'est une région qui n'a pas nécessairement de neige, on est à nu, on est plus à risque au niveau, je dirais, au niveau de la gelée où la neige part tôt au printemps. Puis on arrive des gelées ou les successions de gel-dégel qui peuvent être difficiles. Le multi-espèces, souvent, vient nous aider. J'ai déjà vu des mélanges, exemple, où dans le bas, un petit peu, soit le lotier ou le trèfle rouge va persister. Dans la côte, on part une luzerne. Pour les graminées, c'est pareil. On va essayer d'uniformiser un petit peu notre champ. Quand on arrive dans ces mélanges-là, c'est sûr, si on travaille un petit peu avec une fétuque, comme exemple, c'est sûr que la fétuque, elle, à peu près partout, elle va persister. Le mai, il n'y aura pas nécessairement trop de difficultés, mais où il y a de l'eau, ils ont à peu près toute de la difficulté, je dirais, à part un peu plus la fétuque, le lotier puis l'alpistroso. Mais dans les champs vallonneux, le multi-espèce, justement, nous permet, en tout cas, quand tu fauches, de ne pas arriver à un endroit où tout d'un coup, la faucheuse tombe à vide dans le beurre. Là. Puis après ça, tu repognes un peu plus loin. Souvent, ça vient nous aider un peu par rapport à ça, mais ça dépend aussi là, je dirais, des caractéristiques agronomiques du champ. Donc, dans un sol plus acide, qu'on sait déjà qu'il est plus acide, autant en pâturage qu'en prairie, quelle plante vous conseillerez plus ou quel mélange de plantes? Moi, je conseillerais de mettre de la chaux. Oui, ça, c'est notre réponse numéro 1. Excellent, ça a été rapide. Il ne faut pas oublier que peu importe, quand même que le lotier va bien pousser, que la fétuque va bien pousser, plus nos conditions de terrain vont être adéquates, plus les plantes vont être performantes. Là. Fait que c'est pas parce que je donne souvent l'exemple de l'avoine là, parce que c'est assez connu, ça pousse à peu près là, dans n'importe quel type de sol, même si c'est pauvre, même si c'est acide, mais on n'aura pas le même potentiel de rendement. C'est sûr qu'il y a quand même des plantes là, comme la fétuque qui va bien être adaptée, le lotier, le trèfle, les bromes, c'est sûr que le pH est quand même plus important un peu aussi. Là. Des fois, c'est pas que ça ne poussera pas non plus, c'est que la plante, elle sera vraiment pas. Elle sera vraiment pas. Elle n'aura pas cherché son plein potentiel. Là. Est-ce qu'il y aurait des périodes pour effectuer un sursemis pour maintenir une population dans le temps qui serait à privilégier? Bien, le sursemis est un peu, je dirais, nouveau dans le sens que on parlait un petit peu plus au niveau. Il y a 2 périodes pour faire du sursemis. OK? Il y a la période au printemps où on va parler plus d'une correction, souvent par rapport aux dommages de l'hiver, les dernières récoltes à l'automne qui ont peut-être été plus difficiles au niveau du terrain. Donc là, on va vraiment parler d'une correction. Quand on veut travailler un sursemis pour maintenir une population, l'idéal, c'est d'aller le travailler plus au niveau des semis d'été, au mois d'août. La compétition végétative est un petit peu moins forte à ce niveau-là. La repousse, comme on tombe dans je dirais, un coup que le solstice a passé, qu'on change de côté, là, les chaleurs sont moins dures, les plantes ont de la facilité à s'établir là, mais surtout qu'ils ont moins, ils ne décollent pas tout en même temps. Il y a moins de compétition, généralement plus d'humidité, les rosées sont plus présentes. Fait qu'on on vient faire un sursemis pour entretenir notre prairie avec une population à long terme. Fait que je divise tout le temps ça en 2. Au printemps, tu fais une correction avec des plantes rapides pour te donner du volume dans l'année. Puis quand tu arrives après, mettons au mois d'août, des fois après ta 2e coupe ou après ta 3e ou septembre, là, tu viens favoriser des mélanges pour faire un entretien. Fait que c'est les deux plages idéales. Est-ce que la vocation, si par exemple, on veut soigner des bovins de boucherie ou des bovins laitiers, a un incident sur les choix d'espèces qu'on va utiliser dans nos prairies, dans nos pâturages? Oui, c'est aller. Ben, je dirais pas tellement, c'est beaucoup la régie. Hein? Dans le bovin laitier, souvent, on vise
beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines. Fait que ça va être au niveau des mélanges qu'on va jouer. Puis au niveau aussi là, de l'agressivité entre les couples. Souvent, on veut un fourrage fait très, très, très jeune chez les bovins laitiers. Par contre, là, chez les bovins de boucherie aussi, souvent, on va viser quand même une moins haute teneur un petit peu en protéines, mais quand même, l'énergie va être importante, là, surtout quand on a du bouillon là, à l'engraissement. Fait qu'on va vouloir viser vraiment l'énergie. Fait qu'on va aller chercher une graminée, une forte proportion de graminées faite relativement jeune aussi. Là. Fait que on va plus jouer là-dessus, sinon les espèces vont rester pas mal les mêmes. Là. Mais le choix du mélange on va souvent travailler un petit peu plus le choix du mélange. On fait souvent la comparaison parce qu'on parle luzerne, il y a le trèfle, il y a le laitier, mais on associe beaucoup les gros champs de luzerne pure à l'élevage laitier, le bovin laitier, pour aller chercher le maximum de protéines. Il y en a qui peuvent en faire pareil au niveau du bovin de boucherie. Par contre, là, ça va être la régie de dire est-ce que j'ai un champ que je mets le stock à part pour soigner au moment, exemple, de quand les veaux arrivent puis je veux le maximum de lait et de protéines, ou si je veux avoir un champ qui est plus homogène un peu ou plus passe-partout, oui, on va venir jouer avec le choix du mélange selon ce que vous voulez faire. Parce qu'il y en a aussi dans le bovin de laitier, tu peux faire du foin à vache-terrie. Donc là, si on fait un foin à vache-terrie, on n'ira pas favoriser nécessairement le dactyle qui est un petit peu plus difficile en potassium ou qui puise plus de potassium, qui t'amène à avoir des fièvres du lait. C'est sûr qu'on en parle beaucoup au niveau du bovin laitier. Le bovin de boucherie, tu peux l'avoir pareil. Fait que si tu me dis que tu veux faire un foin plus sec pour la période de tarissement, il faut savoir, comme je disais au début, c'est quoi tes besoins. C'est que ce fourrage-là va aller pour quel besoin, quel type d'animal. Après ça, tu as quel type de sol, puis là, on va venir travailler après ça avec ta régie pour faire pour combler le besoin que tu as à combler. Je peux peut-être prendre une autre question, Andréane. Quand vous parlez de sursemis, quand vous dites que vous faites de la sursemis dans un pâturage, c'est quoi la différence entre du sursemis et un semis à la volée? Ça, vous allez voir, ceux qui prennent le téléchargement après ça, là, on explique un petit peu les deux. Souvent, on change le nom, c'est-à-dire que si on y va à la volée, qu'on va vraiment envoyer la semence à la volée, on dit souvent que c'est un vasage au printemps. C'est fait, exemple, quand la fonte des neiges. La vraie technique, c'est que l'action gel-dégel du sol à cette période-là permet que la semence, il y a un contact sol-semence intéressant. Là où, quand on va vraiment parler plus de sursemis ou de ressemis, c'est-à-dire si on repasse avec un semoir avec un indice double, tu viens piquer directement de la semence dans un sillon, tu vas remettre de la semence dans terre, là, tu viens ressemer du stock proprement dit dans ton champ de foin. Le sursemis aussi avec les nouveaux équipements, c'est que tu viens quand même gratter. Il faut que tu dégages un peu la végétation pour mettre la semence, qu'elle ne tombe pas en deux feuilles, qu'elle tombe vraiment au niveau du sol. Puis là, si tu peux la rappuyer comme il faut pour vraiment contact sol-semence, garder l'humidité, puis aller chercher une germination. Fait qu'il y a le côté à voler peut être fait. Par contre, ton contact sol-semence va être un petit peu plus déficient que si tu vas avoir un équipement où tu passes un rouleau ou vraiment que tu comprends vraiment le principe que ta semence a un contact avec le sol. J'ai une autre question dans le même aspect, là. Si on a le choix de faire un semis direct et un semis conventionnel, c'est quoi les points à évaluer puis les différences au niveau de l'établissement? Ça dépend ce qu'on entend par conventionnel. Là. Si c'est avec un semoir à céréales, mettons, ouais. ou un semoir brillon. Je pense qu'il y a des producteurs qui font du semi-direct qui ont des très, très beaux résultats. Encore là, je pense que ça va plus loin que la couleur de la machine, souvent. C'est plus comment tu ajustes ta machine, ta calibration, ta profondeur de semis, la dispersion de ta semence. Puis je pense que va y avoir des discussions aussi avec Émilie. Elle a des producteurs, elle, qui en ont fait, puis elle a passé je ne sais pas combien d'heures juste à ajuster le semoir aussi pour être sûr d'aller chercher une précision. Fait que je pense que le producteur qui comprend le principe, peu importe la méthode qu'il a, va aller chercher plus de succès dans sa régie. Le code 18, là, c'est là qu'il arrive beaucoup. Là. C'est ça. C'est sûr qu'en semi-direct, je dirais là, que le nerf de la guerre, c'est plus la gestion des vivaces. Donc, souvent, là, on est capable de faire soit un brûlage là, au glyphosate, soit idéalement l'automne d'avant pour avoir un champ qui est assez propre. Vu qu'on n'a pas travaillé notre sol, généralement, des fois, au printemps, on est capable d'avoir un petit peu moins d'annuel vu qu'on n'a pas rebrassé le sol. Fait que ça peut être un avantage.
Ce qui est un peu plus plate, c'est que souvent, c'est des semoirs au 7 pouces et demi. Fait que déjà, en partant, bien, on a beaucoup l'effet rang, ce qu'on a moins avec un brillon, puis ce qu'on a encore moins avec un semoir pneumatique. En fait, je pense que c'est beaucoup ça les avantages aussi d'aller chercher des semoirs plus spécialisés. C'est vraiment la dispersion au champ qui est plus efficace pour la gestion des mauvaises herbes, mais aussi, on en parlait tantôt, là, laisser moins de sol à nu pour éviter l'évaporation. Donc, ça peut être un avantage au niveau des changements climatiques aussi. Moi, j'ai pas d'autres questions qui sont rentrées. Y avait-tu d'autres choses de ton côté? Ça fait pas mal le tour. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Martin, merci Andréane. Merci beaucoup Éric et Émilie. J'espère que vous avez apprécié la présentation.